Les scientifiques préviennent qu'un méga-séisme pourrait frapper les côtes du Japon à tout moment. Et si on ne les écoute pas, cela pourrait être le plus catastrophique de tous les temps. Mais les secousses ne seront pas le plus gros problème. La vraie menace viendra quelques heures plus tard et pourrait toucher des pays aussi lointains que les États-Unis. Les données sismiques montrent une accumulation d'énergie sous le plancher océanique à l'est d'Hokkaido. En gros, la croûte terrestre emmagasine de plus en plus d'énergie et cela augmente chaque année. La pression est désormais si forte qu'elle pourrait déclencher un séisme de magnitude 9. C'est le type de séisme le plus puissant et le plus dangereux. Il peut détruire des infrastructures, raser des villes entières en quelques secondes et faire des milliers de victimes. Mais le tremblement de terre en lui-même n'est même pas le pire. Le problème est qu'il génère souvent des tsunamis juste après. Et ils sont encore plus destructeurs que les séismes eux-mêmes. Ces vagues peuvent traverser le Pacifique, atteignant des pays à des milliers de kilomètres sans presque perdre d'énergie. La dernière fois qu'un méga-séisme a frappé le Japon en 2011, les effets ont causé des dégâts jusqu'à Crescent City en Californie. Ainsi, même à l'autre bout du monde, personne ne serait à l'abri. Et cette fois, les enjeux sont bien plus importants. Ce qui rend tout cela plus inquiétant, c'est que nous ne savons pas exactement quand cela se produira. Au Japon, les chercheurs disent que des méga-séismes frappent la côte d'Hokkaido environ tous les 340 à 380 ans. Le dernier événement de ce type a eu lieu au XVIIe siècle, il y a environ 400 ans. Donc, en gros, la région est en sursis. Et selon les modèles passés, cela aurait déjà dû se produire. La probabilité que ce désastre survienne d'ici 30 ans est montée à environ 90%, et elle va sûrement continuer de grimper. C'est pourquoi certains pensent que cela pourrait arriver très prochainement. Les autorités japonaises savent que ce n'est pas une question de si, mais de quand. Ils ont donc construit tout un système autour de cette réalité. Ils possèdent l'un des réseaux d'alerte sismique les plus sophistiqués au monde. Il est conçu pour détecter les premiers signaux et envoyer des alertes en quelques secondes, avant même que les secousses ne commencent. Et quand le réseau capte les premiers signaux sismiques, il déclenche une réaction en chaîne immédiate dans tout le pays. D'abord, les gens recevront des alertes immédiates sur les téléviseurs, les radios et les smartphones. Ensuite, les trains s'arrêteront. Les usines s'arrêteront. Ces signaux peuvent même éteindre les ordinateurs et arrêter les ascenseurs à l'étage le plus proche. Tout cela se produit automatiquement. Ils ont aussi tracé des itinéraires d'évacuation à l'avance avec des chemins balisés menant vers les hauteurs. Bien que l'agence météorologique du Japon prenne toutes les précautions, elle conseille aussi, si vous prévoyez de visiter le pays, de suivre les infos sismiques avant de prendre l'avion. Parce qu'une catastrophe pourrait arriver à tout moment. Des scientifiques viennent de découvrir que la croûte terrestre sous la mer de Marmara émet des signaux sismiques qui ressemblent exactement à ceux qui précèdent un séisme majeur. Un séisme capable d'ébranler des côtes entières et de propulser des vagues vers des villes densément peuplées. Pendant des années, les scientifiques se sont concentrés sur les ruptures visibles à la surface, parce qu'elles étaient faciles à mesurer et à cartographier. Mais aujourd'hui, ils ont dressé une carte détaillée d'un immense système de failles sous le fond marin. La Méditerranée se trouve déjà à un carrefour dangereux, où d'énormes plaques tectoniques se rencontrent. Ces plaques poussent, frottent et s'étirent les unes contre les autres, et ce mouvement constant génère un stress colossal. La croûte s'amincit avec le temps, et une croûte plus fine absorbe beaucoup moins bien les contraintes. Le stress s'accumule, la pression monte, et les signaux venus des profondeurs montrent que certaines parties de ce système de failles ont commencé à bouger de manière inhabituelle. La nouvelle carte révèle que les futurs grands séismes pourraient se déclencher aux frontières entre les sections les plus fragiles et les plus résistantes de la croûte, ou le long des bordures de zones à forte résistivité. Ils ont identifié l'un des endroits les plus probables, sous la mer de Marmara. Ce qui rend cette découverte si impressionnante, c'est l'échelle. Les failles du fond marin forment de longs corridors où l'énergie peut s'accumuler pendant des décennies, voire des siècles. Les scientifiques avertissent que cette configuration est exactement celle qui peut produire un super séisme. Un événement sismique massif capable d'ébranler de grandes villes côtières et potentiellement de générer des tsunamis. Un tsunami se forme quand le fond marin se déplace verticalement et déplace d'énormes quantités d'eau. Donc, c'est tout à fait plausible dans ce contexte. L'eau libérée se propage vers l'extérieur en vagues puissantes, capables de traverser des mers entières.
La Méditerranée compte des dizaines de littoraux densément peuplés. Donc, ça pourrait affecter des millions de vies. Justement, zoomons sur Istanbul, la ville la plus grande et la plus peuplée de Turquie. L'énorme faille située juste en dessous ne se comporte pas du tout comme les scientifiques le pensaient. Pendant des années, les experts ont étudié la faille principale de Marmara, une branche de la faille nord-anatolienne qui passe sous la mer de Marmara. Et ils craignaient qu'elle ne se rompe d'un seul coup en une rupture monstrueuse. Ce genre de cassure pourrait déclencher un méga-séisme de magnitude 7,5 ou plus. Mais quand les scientifiques ont lancé des simulations informatiques détaillées couvrant plus de 10 000 ans de cycle sismique, ils ont observé autre chose. La faille ne se comporte pas comme une immense fermeture éclair prête à s'ouvrir d'un coup. Elle ressemble plutôt à une rangée de carreaux connectés qui se brisent par section. Et la raison se trouve à des kilomètres sous le fond marin. Ça s'appelle la rhéologie. En gros, c'est comment les matériaux se déforment sous la contrainte. Comment les roches plient, s'étirent ou cassent quand on les comprime fort. Sous le centre de la mer de Marmara, d'énormes couches de boue compactées, de sable et de débris reposent sur une croûte plus chaude. Dans ces couches supérieures, les sédiments se déforment généralement lentement et régulièrement, surtout à faible profondeur où la pression et la chaleur interagissent de manière spécifique. Plus en profondeur, les températures élevées affaiblissent les roches. La roche chaude se déforme plus facilement que la froide. Cette chaleur agit comme un frein intégré qui limite la distance de propagation d'une rupture dans la croûte. Quand les chercheurs ont modélisé le cycle sismique en 3D, ils y ont intégré des mesures de flux de chaleur, des données de friction et des détails structurels, puis ont simulé des milliers d'années d'activité. Quand ils ont pris en compte à la fois l'épaisseur des sédiments et les différences de température, le modèle a enfin collé avec l'histoire, y compris les puissants séismes de 1766 et 1912. Et aucun des événements simulés n'a dépassé une magnitude de 7,3. Ce niveau de secousse peut effondrer des bâtiments, fracturer des infrastructures et provoquer des glissements de terrain. Mais c'est bien différent du scénario catastrophe d'une rupture continue d'un bout à l'autre de la côte. En fait, les différentes sections se comportent de manière différente. Les segments occidentaux produisent des séismes plus réguliers, avec des événements de magnitude 7,2 environ tous les 150 ans. Les sections orientales génèrent des doubles séismes plus petits, des événements successifs entre magnitude 6,2 et 6,8 environ tous les 100 ans, et un séisme de magnitude 7 environ tous les 500 ans. Certaines parties de la faille ne cassent pas du tout, elles glissent. Les scientifiques appellent ça le blissement superficiel, quand la faille coulisse sans produire de séisme majeur. Ça relâche la tension en douceur, un peu comme quand on laisse l'air s'échapper d'un ballon au lieu de le faire éclater. Les mesures GPS et les essaims de petits séismes répétitifs au cours des 20 dernières années confirment ce glissement lent près du bassin central. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour Istanbul, une ville de plus de 15 millions d'habitants, assise pratiquement sur ce système ? Un séisme de magnitude 7 ou 7,3 près de la ville pourrait quand même secouer des quartiers entiers, surtout si deux événements puissants frappent coup sur coup. Les infrastructures, les bâtiments anciens et les quartiers denses sont les plus exposés. La faille n'a pas produit de rupture majeure dans cette section depuis 1894, ce qui signifie plus de 130 ans de contraintes accumulées. Les simulations montrent que des événements majeurs pourraient survenir dans les prochaines décennies. Et puis il y a Santorin, où plus de 28 000 séismes se sont produits en quelques mois seulement, début 2025. La plupart des secousses étaient faibles, mais certaines ont atteint une magnitude de 5, fissurant des murs, mettant les nerfs à rude épreuve et forçant les autorités à fermer des écoles et évacuer des zones de l'île. Et il ne s'agissait pas simplement de plaques tectoniques qui frottent comme d'habitude. Cet essaim se déplaçait. Les épicentres ont migré progressivement vers le nord-est, en direction du volcan sous-marin Colombo, à environ 8 km au large. Cette migration a indiqué aux scientifiques que du magma était en mouvement. Les chercheurs ont estimé qu'environ 300 milliards de litres de magma, de quoi remplir à peu près 120 000 piscines olympiques, ont surgi des profondeurs, à environ 18 km sous la surface. Il est monté rapidement, puis s'est bloqué à environ 3 à 4 km sous le fond marin. Et tout ça se passait le long de l'arc hellénique, l'une des zones de subduction les plus actives d'Europe, là où la plaque africaine plonge sous la région eurasienne. Les séismes migrent souvent dans cette zone, vers les îles voisines. L'histoire le confirme. Les tremblements de terre d'Amorgos, en 1956,
ont provoqué des secousses massives et un tsunami dans toute la région. Alors quand 28 000 secousses illuminent le réseau, on fait attention. Cet épisode a changé la compréhension des essaims volcaniques. Maintenant, ils savent que le magma peut fracturer des kilomètres de croûte, remodeler des réservoirs souterrains sans jamais atteindre la surface. Il peut charger le système pour l'avenir sans appuyer sur la gâchette aujourd'hui. Et c'est important, parce que quand le magma bouge comme ça, il modifie les champs de contraintes souterrains et la façon dont les futurs séismes pourraient se développer. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques ont désormais des outils de surveillance impressionnants, fournissant des données sismiques en temps réel. Des capteurs sous-marins et des mesures de gaz près des évents volcaniques sont intégrés dans des modèles de risque combinés. Si le magma recommence à accélérer vers la surface, les chercheurs le verront et agiront. Et il y a une autre idée audacieuse en matière d'alerte au séisme et au tsunami. Utiliser les câbles Internet sous-marins à cette fin. Près d'1,5 million de kilomètres de ces lignes en fibre optique posées sur le fond marin transportent des données. Mais les scientifiques ont découvert qu'elles peuvent aussi détecter d'infimes variations des signaux lumineux causés par les vibrations sismiques. En termes simples, quand le sol tremble, le câble le ressent. Et ça pourrait être incroyablement utile, parce que prévoir les séismes, même sur Terre, c'est compliqué. Dans l'océan, ça semblait quasiment impossible, vu qu'on ne peut pas facilement disperser des milliers de capteurs sur le fond marin. Mais ces câbles sont déjà là, ils traversent des fosses profondes et des plateaux continentaux. Si les chercheurs les utilisent comme capteurs, ils peuvent surveiller les mouvements tectoniques en temps réel, sur d'immenses zones. Pour une région comme la Méditerranée, avec ses failles cachées, ses volcans actifs et ses côtes surpeuplées, ce système pourrait offrir de précieuses secondes ou minutes d'alerte. Quelques secondes, ça paraît peu, mais une alerte précoce permet aux trains de s'arrêter, aux conduites de gaz de se couper et aux gens de s'éloigner du danger immédiat. Le projet d'utilisation des câbles à fibre optique pour le fond marin, ou FOCUS en version abrégée, n'a encore alerté personne sur une vraie catastrophe. Mais il a eu 2 fausses alarmes. Il a réagi à un glissement de terrain sous-marin et à des sacs de lest qui ont appuyé sur les câbles. Ça prouve que le système fonctionne et pourrait sauver des vies en cas de danger réel, surtout dans des régions vulnérables comme la Méditerranée. Elle a façonné des civilisations pendant des milliers d'années, et aujourd'hui, la science révèle qu'elle continue de se façonner elle-même. On ne peut pas arrêter les plaques tectoniques ni refroidir les chambres magmatiques, mais on peut comprendre les schémas, réduire la vulnérabilité et concevoir des villes plus intelligentes. Seriez-vous capable de soulever un camion à mains nues? Non? Quelle surprise! Permettez-moi alors de vous présenter le véritable colosse de la nature, l'océan. Lors d'un méga tsunami qui frappa l'Afrique il y a plusieurs millénaires, il projeta sans effort des blocs de 700 tonnes, comme s'il s'agissait de simples gravillons. Ce n'était pas juste une mauvaise journée à la plage. Cette vague titanesque relégua au rang de vaguelettes les tsunamis de 2004 en Indonésie et de 2011 au Japon. Pour mesurer l'ampleur de l'horreur que représentent déjà les tsunamis ordinaires, sachez que celui survenu au Japon en 2011 engendra des vagues atteignant 40 mètres. Celui de l'océan Indien en 2004, légèrement moins élevé avec ses 30 mètres, entraîna néanmoins plus de 2000 pertes humaines dans de nombreux pays. Imaginez maintenant quelque chose d'infiniment pire. Durant longtemps, la communauté scientifique considérait de telles vagues comme relevant du domaine de la science-fiction. Puis l'on découvrit d'immenses blocs de roches projetés profondément dans les terres. Et les calculs révélèrent qu'il aurait fallu des vagues de 250 mètres de hauteur pour commettre une telle dévastation minérale. L'auteur de ce cataclysme, un volcan dont l'effondrement brutal dans l'océan déclencha l'un des tsunamis les plus violents jamais enregistrés sur notre planète. En règle générale, on attribue les tsunamis au séisme sous-marin, ces affrontements colossaux entre plaques tectoniques. Mais les volcans possèdent eux aussi un potentiel destructeur redoutable. En 1883, le volcan indonésien Krakatoa entra en éruption durant 6 mois sans relâche, avant d'exploser. Une détonation si puissante qu'elle fut entendue jusqu'en Australie. Elle déclencha une série de tsunamis, dont certains culminèrent à près de 30 mètres. Et pourtant, ce cataclysme volcanique ne fut qu'une modeste mise en bouche face au déchaînement dantesque du méga-tsunami. À l'époque, le volcan à l'origine du désastre n'était pas simplement colossal. Il perdit un pan entier, 10 fois plus volumineux que le mont Everest. 10 Mont Everest. Comme si la Terre avait voulu expérimenter les conséquences d'un jet de montagne dans l'océan, par pur caprice. Lorsque tout un pan du volcan s'est affaissé dans l'Atlantique,
L'onde générée aurait pu engloutir 3 fois la Statue de la Liberté. Elle a même balayé une île située à plus de 50 km de là. Le volcan responsable de cette scène digne d'une superproduction hollywoodienne n'était autre que le Pico do Fogo, niché, comme vous l'aurez deviné, sur l'île capverdienne du même nom. Cette île n'est, en réalité, qu'un immense volcan solitaire ayant émergé des flots grâce à un point chaud magmatique, une zone sous-marine où le magma s'échappe en quantité, formant des volcans. Au fil du temps, ce magma s'est refroidi et accumulé en couches successives, telle une pile de crêpes, jusqu'à ce qu'après cette éruption majeure, l'île surgisse à la surface, comme un diable dans sa boîte jaillissant des profondeurs. Et voilà, un volcan était né. Mais cette naissance spectaculaire portait en elle les germes d'une future catastrophe. Plus un volcan prend de l'ampleur, plus son poids devient écrasant. S'il manque de magma pour soutenir cette masse, la structure entière risque de s'effondrer. Il n'en faut parfois guère plus. Une secousse minime, un peu d'érosion ou un socle friable composé de sédiments meubles suffisent à provoquer la chute, comme un géant tentant de garder l'équilibre sur un tapis de billes. Le Pico do Fogo cumulait tous les facteurs de risque. Une hauteur excessive, un poids considérable et des fondations instables. Et cela ne fait qu'empirer. À mesure que le volcan gagne en masse, il écrase peu à peu le magma sous-jacent. Incapable de remonter, la lave reste prisonnière, s'épaississant lentement à la manière d'un potage oublié sur le feu. Les gaz s'accumulent, la pression grimpe, jusqu'à l'explosion. C'est l'équivalent géologique d'un trop-plein de burrito combiné à une tentative désespérée d'étouffer un éternuement. Ce trop-plein d'énergie et ce déséquilibre peuvent provoquer ce que l'on appelle un effondrement de flanc, ou plus simplement, oups, la moitié du volcan vient de tomber dans l'océan. C'est précisément ce qui s'est produit avec le Pico do Fogo. Nombre des îles volcaniques nées de tels phénomènes ont depuis longtemps disparu. Pourtant, le Pico do Fogo demeure bel et bien actif. Sa dernière éruption remonte à 2014, et sachant qu'elle se manifeste environ tous les 20 ans, peut-être conviendrait-il de différer toute escapade sur l'île vers 2034. Pendant longtemps, les chercheurs pensaient que seuls les grands édifices volcaniques pouvaient s'effondrer de cette manière. Mais des travaux récents révèlent que même les îles les plus modestes, ces Danny DeVito du monde insulaire, n'échappent pas au risque. Leur stabilité n'est qu'apparente, liée à leur faible masse. C'est un peu comme Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger glissant tous deux sur la glace. La chute d'Arnold causera plus de dégâts, mais Danny peut tout aussi bien valdinguer. Et ces petits effondrements, ils sont loin d'être insignifiants. Prenez l'exemple de Santa Maria, une petite île portugaise, environ 170 fois plus petite que celle d'Hawaï. Elle s'est effondrée plusieurs fois, non par choix, mais parce qu'elle repose sur une base fragile, faite de sédiments marins meubles, semblables à des miettes détrempées. Pour ne rien arranger, elle se situe près de la faille des Açores orientales, un point où 3 plaques tectoniques s'affrontent sans relâche. Cette faille a déjà causé de nombreux tremblements de terre, et même des tsunamis à Lisbonne, ce qui donne une idée des périls qui guettent ceux qui vivent juste au-dessus. Chaque fois que le volcan de Santa Maria grandit par une éruption, il s'enfonce. Mais lorsqu'un pan s'effondre, la structure rebondit comme une bouée. Cette alternance, mont sous-marin, île, puis retour sous l'eau, fait de Santa Maria une sorte de sous-marin jouant à cache-cache avec l'océan. Et chaque réapparition peut entraîner un tsunami. Un autre volcan à la stabilité incertaine est le Pacaya, situé au Guatemala. Entre 2011 et 2013, les scientifiques y ont observé d'infimes mouvements du sol, signe que quelque chose remuait en profondeur. Et en 2014, le volcan est effectivement entré en éruption. Il ne s'est pas effondré cette fois, mais le danger persiste. Surtout si le magma s'y accumule comme cela s'est produit avec le Pico do Fogo. Une explosion pourrait alors se produire, au sens propre du terme. Il y a environ 1 millier d'années, le Pacaya a subi un effondrement massif, projetant des débris à plus de 25 km. Depuis, il s'est reconstruit à la manière d'un phénix en fusion. Mais la menace d'un nouvel effondrement reste réelle. C'est pourquoi les volcanologues surveillent la moindre secousse. Ce n'est pas une crainte excessive quand la montagne peut vraiment s'écrouler. Vous vous dites peut-être, d'accord, mais tout cela appartient au passé. Un effondrement entraînant un pareil méga-tsunami ne peut plus survenir, n'est-ce pas? Eh bien, bienvenue au XXIe siècle. Des îles comme Hawaï, La Palma ou certaines parties des Caraïbes reposent sur les mêmes coussins géologiques. Il suffit d'un cocktail bien dosé. Sol friable, pente abrupte, un soupçon de magma piégé et patatras, effondrement de flanc. En réalité, cela s'est déjà produit.
En 2018, Anak Krakatau, le rejeton du tristement célèbre Krakatoa, a perdu une grande portion de sa masse lors d'une éruption. Ce fut à l'origine d'un tsunami, certes peu destructeur, mais plutôt gênant. Imaginez un volcan perdant son pantalon en public. C'est humiliant, mais pas fatal. Mais cela reste modeste comparé au grand spectacle du passé. L'effondrement de l'île Ritter en 1888 fut si violent que son altitude passa de plus de 610 mètres à seulement 140, une île littéralement raccourcie par la force du désastre. Le record revient toutefois à la fameuse vague de la baie de Lituya en 1958. Un séisme de magnitude 7,8 provoqua un éboulement titanesque, lançant une vague plus haute que l'Empire State Building à travers l'Alaska, à la vitesse d'une voiture fonçante à vive allure. Étonnamment, seules 5 vies furent perdues. Mais la cicatrice laissée sur le paysage reste visible, depuis l'espace. La fonte des glaciers et des calottes glaciaires peut, elle aussi, faire s'effondrer des volcans. En diminuant soudainement la pression sur la croûte terrestre, elle les déstabilise. C'est ce qu'on appelle le rebond isostatique. Un peu comme tirer brutalement la chaise de quelqu'un qui serait resté immobile depuis des siècles. Et voici un autre péril auquel vous n'auriez sans doute jamais songé en préparant votre escapade tropicale. Certaines îles volcaniques s'élargissent à mesure que la lave se déverse dans la mer, formant des plateformes instables appelées deltas de lave. Ces formations peuvent s'effondrer brutalement, sans crier gare, entraînant les terres nouvellement créées, et parfois même des touristes imprudents dans les flots. Sans vouloir gâcher l'ambiance, mieux vaut éviter de poser le pied sur ces étendues fumantes à peine refroidies. Alors oui, la prochaine fois que vous savourerez la douceur d'une île volcanique en vous disant « Quel havre idyllique !» Gardez à l'esprit qu'elle pourrait tout aussi bien être une bombe géologique à retardement, au tempérament capricieux. Des projectiles de la taille de montagnes au delta de lave surgissent sans prévenir. Les volcans ont toujours su cultiver l'art du spectacle.